Bonsoir, bonsoir. Mardi 11 avril, on est en direct de mon bureau à la maison Lac-Beauport. J'ai réalisé en toute honnêteté que à mon studio, j'étais sur le réseau de mon cellulaire, puis qu'un live par mois à mon studio, je boostais ma quantité d'upload, download pour faire mes lives. Fait que bref, je suis à mon bureau ce soir. Puis le sujet s'y prête bien aussi parce que ce soir, on va démystifier le prix des œuvres dans le marché de l'art. Comment ça fonctionne? Comment c'est fixé le prix d'une œuvre? Puis on va s'amuser avec ce sujet-là ce soir. Allô Denise, contente que tu sois en ligne avec moi. S'il y a d'autres gens qui se joignent à nous, faites-nous des coucous, dites-nous un beau bonjour, dites-nous vous êtes de quelle région. J'aime toujours savoir qui est présent au niveau des lives. Puis si vous l'écoutez en replay, ben, n'hésitez pas à m'écrire replay dans les commentaires pour que je puisse le savoir. J'aime toujours prendre le temps d'aller voir qui écoute finalement les lives purs par Arrow. Puis ce soir, avant de tomber dans le vif du sujet, j'avais le goût de vous partager un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine pour Arrow parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Euh, la semaine dernière, lundi, on a fait le shooting photo de ma nouvelle exposition non négociable avec mon photographe Dani et Maryse, maquilleuse coiffeuse. Puis j'ai reçu, il y a 5 minutes à peine, les photos finies, retouchées de ce shooting-là. Puis je peux vous dire que je suis fébrile. J'ai très, très hâte de vous les présenter. C'est vraiment un projet très excitant, cette exposition-là. Ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. Puis, fait que je viens de recevoir les photos, c'est vraiment cool. Puis, la semaine dernière, j'ai vécu ma première expérience télé. Je vais vous en parler plus longuement dans les prochaines semaines, mais j'ai fait 3 jours de tournage sur le plateau de télé derrière le volant à RDS, qui va être publié à RDS à partir du 22 avril. Puis, ça a été vraiment une expérience que j'ai adorée. J'ai adoré faire le tournage, j'ai adoré voir l'équipe technique, la production, le régisseur, toute cette dynamique-là. Pour moi, c'était vraiment une première. Puis j'ai même eu un petit cours pour l'addiction, pas l'addiction d'apprendre à parler, là, mais comment faire des enregistrements de voix dans un studio d'enregistrement. C'est la première fois que je faisais ça, puis j'ai trouvé ça bien, bien le fun. Fait que bref, il y a plein de belles choses nouvelles, des nouvelles expériences que je vis. J'ai aussi été approchée pour co-écrire un livre qui va regrouper quand même plusieurs personnes, mais un projet qui va maturer dans les prochains mois pour la prochaine année. Mais c'est vraiment... Allô, Jacinthe, je suis contente de savoir que tu es avec nous aussi ce soir. Fait que bref, il y a plein de belles choses dans le collimateur. Puis, j'avais le goût ce soir de vous partager tout ça. Si vous n'avez pas votre livre pur, d'aller sur le site web d'Arrow. Automatiquement, il y a un genre de petit pop-up qui apparaît, puis vous avez la possibilité finalement d'aller télécharger votre livre virtuel pur. Puis, ça serait vraiment un plaisir de savoir qu'il y a le maximum de gens au Québec qui a ce livre-là de collection avec les œuvres d'Arrow et les histoires, parce que vous savez que j'adore écrire. Je ne sais pas si vous avez vu mon article de blog aussi cette semaine sur la page d'accueil d'Arrow. Donc, dans la section Actualité, je vous partage la raison principale qui a fait que j'ai fait le move vers le marché de l'art. Fait que je vous en dis pas plus, je vous invite à aller lire cet article de blog-là qui est disponible sur la page d'actualité de Arrow et dans la section blog du site web d'Arrow et aussi sur, je crois que je l'ai publié aussi sur LinkedIn. Oui, en effet, je l'ai publié sur LinkedIn. Fait que tout ça pour dire que ceux qui se joignent à moi, faites un petit coucou dans les commentaires. J'aime toujours savoir qui est présent pour ce live. Puis ce midi, j'avais une super de belle rencontre avec un groupe de femmes dans un réseau qui s'appelle Connexion. Fait que c'est vraiment des dîners d'échange super intéressants. Puis aujourd'hui, on parlait de la collaboration. Donc, comment on peut développer des collaborations avec des gens. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des super de beaux échanges. Puis ce soir, bien, on va parler de comment démystifier le prix d'une œuvre. Fait que je vais tenter de vous donner le maximum d'informations. Puis si je vous étourdis, bien, vous me le dites. Puis si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure qu'elles surviendront. Fait que dans un premier temps, quand on fixe le prix d'un produit, normalement, on va identifier, bon, le coût des matériaux pour produire le produit, puis le temps
aussi, parce que le temps, on se doit d'être rémunéré théoriquement pour le temps qu'on va passer à faire notre valo. Christian, super intéressant, que tu sois là ce soir. On va parler, de démystifier le prix d'une œuvre. Fait que j'espère être en mesure de pouvoir, te donner quelques cues, pour toi là, qui est un super artiste aussi. Fait que tout ça pour dire que normalement, le prix va au minimum couvrir l'aspect du temps et au niveau du coût des matériaux. Mais dans le marché de l'art, il y a tout un monde d'évaluation pour fixer le prix d'une œuvre. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en commençant à vendre mes œuvres dans le marché de l'art. Puis en rentrant en galerie, parce que c'est souvent lorsqu'on rentre dans les galeries d'art qu'il vient avec tout le questionnaire qui permet finalement aux galeristes, entre autres, de fixer le prix d'une œuvre. Puis il y a tout aussi un concept dans le fait de fixer le prix de l'œuvre par rapport à la rétribution à l'artiste, puis la rétribution à finalement à la galerie qui va vendre le tableau. Puis quand il y a des gérants d'artistes, etc., bien là, la division vient d'être multipliée. Donc, plus il y a de joueurs qui représentent un artiste, bien, théoriquement, plus l'œuvre va être vendue à un prix supérieur. Mais je vais tenter, comme je vous disais aujourd'hui, de vous donner le maximum d'informations en ce sens parce que j'imagine mon collectionneur à qui je parle le plus souvent possible et qui rentre dans une galerie d'art et qui voit un prix. Il y a des œuvres à 900 il va en avoir à 4 000, puis il va en avoir à 25, puis à 60, puis à 100 000. Qu'est-ce qui fait que celle-là vaut tel prix, puis que l'autre vaut tel prix? Fait que c'est ce qu'on va s'amuser à échanger ensemble. Donc, au départ, qui peut évaluer une œuvre d'art? Donc, je ne parle pas du collectionneur qui l'observe, mais vraiment un évaluateur. Donc, il existe dans le marché de l'art des évaluateurs agréés, des experts en art qui vont, selon une liste de facteurs que je vais vous énumérer dans les prochaines minutes, fixer la cote de l'artiste. Il y a aussi des curateurs en art qui peuvent faire ce travail-là. Il y a les galeristes qui le font aussi. Puis il peut même y avoir jusqu'aux conservateurs de musées ou des conservateurs dans des galeries ou des lieux culturels qui peuvent être amenés aussi à fixer le prix d'une œuvre. La façon que le calcul est fait, on prend la hauteur multipliée par la largeur fois un multiplicateur. C'est ce multiplicateur-là qui est fixé par l'évaluateur en art. Donc, théoriquement, plus une œuvre est grosse, plus son prix va aller en conséquence et plus une œuvre est, pas une œuvre, mais plus le multiplicateur est élevé, plus ça va faire augmenter le prix de l'œuvre. Normalement, puis je vous parle de moi par expérience, quand je suis rentrée en 2018 dans le marché de l'art, mon multiplicateur oscillait entre 0,75 et 1. Donc, admettons que je prends un 30 par 40, il serait vendu aux alentours de 1 200 $. Fait que ça, c'était mon prix dans le marché quand j'ai commencé dans le marché de l'art au niveau d'une galerie. Puis en général, les galeristes vont garder entre 50 et 70 de commission sur la vente d'une œuvre et vont remettre le restant finalement à l'artiste. Fait que dans le calcul pour l'artiste, il était très intéressant ou en tout cas important de valider que le coût des matériels et du temps dans la portion qu'il reçoit est couverte, bien sûr, parce que si on paie pour vendre des œuvres, puis qu'au final, la somme que l'on reçoit n'est pas suffisante, bien, ça ne vaut pas nécessairement la peine de continuer finalement à vendre des œuvres. Puis, il y a différents marchés aussi. Il y a le marché primaire qui représente quand même ce que nous, on connaît, ce que moi, je fais. Donc, c'est la première vente d'une œuvre. Et il y a le marché secondaire aussi, où là, la façon que la valeur des œuvres va être traitée va avoir quand même plusieurs points que je vais vous nommer qui sont c'est une bonne question, Christian, c'est au pouce carré. Donc, on fait vraiment la hauteur fois la largeur fois le multiplicateur. Donc, c'est un 30 par 40, c'est 30 fois 40, c'est notre 1200 fois le multiplicateur. Fait que c'est un multiplicateur à 0,75, à 1, 1,25, 1,50, 1,75, 10. Bien, c'est là qu'on va être capable de multiplier le facteur. Fait que tout ça pour dire que ce que je vous parlais du marché de la revente. Donc, revendre, donc, c'est lorsqu'une œuvre est propriété, que ce soit d'une corporation, d'une entreprise, d'un collectionneur et qui veut la revendre. Donc, c'est la deuxième fois qu'une œuvre va être vendue ou plus. Et il y a tout le concept aussi des ventes aux enchères, donc qui amène le facteur spéculatif. Et donc, actuellement, à Roux, dans le marché de l'art, moi, je suis évaluée à 3 endroits.
J'ai une évaluation au Canada qui est faite par Hélène Caroline, qui est fondatrice du mouvement Artzum, mais qui est une curateur en art. Donc, elle a fait mon évaluation dans le marché pour le marché canadien. J'ai aussi une évaluation personnellement avec Akun en Europe et en Asie. Donc, par rapport justement à toutes les statistiques, les éléments que je vais vous nommer qui ont été évalués. Puis ma cote en Europe et en Asie, elle est 2 fois plus élevée actuellement que ma cote ici au Canada. Pour plusieurs raisons, le marché n'est pas le même, les moyens financiers des collectionneurs ne sont pas les mêmes. Donc, c'est la raison pour laquelle les œuvres qui sont vendues à l'étranger vont être vendues normalement plus dispendieux, de façon plus chère. Et il y a aussi qu'on doit ajouter des fois les taux de change, le transport, l'emballage, les coûts d'entreposage s'il y a lieu avec les galeristes à l'étranger, etc. Fait qu'aussitôt qu'on sort de chez nous, voyez le signe de dollar associé, il y a des coûts rattachés à peu près à tous les mouvements que l'on fait avec nos œuvres. Puis sans compter les assurances, puis et cetera, et cetera, et cetera. Puis, donc, il y a plusieurs différences finalement selon les marchés. Puis, de réussir à percer dans un marché autre, c'est quelque chose qui est un défi en soi. Dans le fond, moi, ce que j'ai le goût de faire avec vous ce soir, c'est de lister les éléments qui sont à prendre en considération quand le prix est fixé. Mais pour vous, lorsque vous allez voir un artiste ou lorsque vous allez dans une galerie puis que vous voyez un prix, bien, d'être capable de voir quelles questions je peux poser pour être capable de bien comprendre pourquoi le prix est ce qui est affiché. Puis, mon objectif, c'est vraiment de vous donner des outils. Dans un premier temps, lorsqu'un galeriste ou quelqu'un vend une œuvre, le premier élément, c'est qu'il y a toujours un concept d'offre et de demande. Donc, est-ce que l'artiste est un artiste qui est prisé? Est-ce que c'est un artiste qui a un phénomène de rareté? Il va faire 4, 5, 6, 7, 8 œuvres dans une année versus un artiste qui va en faire 300. Il y a des artistes qui produisent beaucoup, beaucoup d'œuvres. Moi, de mon côté, personnellement, ça va être entre 40 et 55, 60 par année d'œuvres que je vais créer. Donc, ce qui est considéré dans un élément de normalité, donc à peu près une œuvre par semaine. Mais l'artiste, est-ce qu'il est prisé? C'est quoi la notoriété de l'artiste? Donc, sa réputation. Ça, c'est des éléments qui vont influencer le prix. Après ça, il y a combien d'œuvres de disponibles pour cet artiste-là sur le marché de l'art disponibles à la vente? Fait que ça aussi, ça va influencer quand on parlait du phénomène de rareté. Un des éléments aussi, c'est qui les collectionneurs de cet artiste-là? Est-ce que des collectionneurs dans les musées? Est-ce qu'il fait partie de collections privées au niveau corporatif, au niveau de certaines institutions, au niveau gouvernemental? Est-ce que l'artiste a des collectionneurs réputés, une célébrité, un comédien, une personnalité influente? De mon côté, j'ai le privilège et l'honneur d'avoir Michelle Obama dans mes collectionneurs. Donc, ça se glisse très, très bien dans un CV et ça vient définitivement donner de la notoriété, de la crédibilité à mon travail. Après ça, il y a combien d'œuvres qui sont vendues par année? Donc, plus le prix est élevé, plus c'est un artiste normalement qui a bien réussi. Donc, encore là, l'offre et la demande, mais plus on vend, plus on a la possibilité d'augmenter nos prix et plus on est capable finalement d'aller chercher cette hausse-là d'année en année. Fait que le nombre d'œuvres vendues et le prix des œuvres est quelque chose qui fait partie de l'évaluation d'un curateur. On doit fournir des factures, des preuves de vente qu'on peut pas, on ne peut pas les inventer. Donc, souvent, ils vont vouloir voir la perception du paiement dans le compte de banque, etc. Ça va jusque-là parce que ça serait peut-être pour certains facile d'inventer des factures, à dire ah, moi, j'ai vendu ça 12 000 mais je veux voir la facture, puis je veux voir le dépôt, comme quoi que le client l'a réellement payé ce 12 000 $-là. Fait qu'il y a quand même un côté de vérification. C'est quelque chose qui est très sérieux dans la démarche. C'est quoi le parcours de l'artiste? Ça, c'est un élément qui va être important puis qui peut vous aider à poser des questions quand vous allez rencontrer un artiste ou un galeriste, de dire OK, bien, parlez-moi de l'histoire de cet artiste-là. Est-ce qu'il est en début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière? Est-ce qu'il y a eu des expositions solo? On voit beaucoup d'expositions collectives parce que c'est
plus rentable pour le galeriste de faire une exposition avec plusieurs artistes parce qu'il va prendre pour acquis aussi que l'artiste va solliciter son réseau. Fait que s'il y a plusieurs artistes dans l'exposition, les chances d'aller chercher des gens présents à l'événement est plus élevée. Fait que réussir à avoir un solo dans une galerie d'art, c'est quelque chose qui est assez difficile à obtenir, puis qui démontre une très, très belle notoriété. Personnellement, j'ai eu la chance d'en avoir une à la Galerie Québécois en 2018 quand j'ai commencé. Je me suis donné l'opportunité, avec en ouvrant la Galerie Haro à Stoneham, de pouvoir présenter mes propres expositions. Puis j'en ai une qui, les dates sont arrêtées, l'information est sur mon site web depuis ce matin. Donc du 18 au 21 mai, ça va être ma 7e exposition solo que je présente en primeur. Et j'arrive de New York où j'ai eu la chance d'avoir une exposition solo avec mon galeriste de New York. Fait que quand on a des solos, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose là, qui est vraiment prestigieux puis remarquable, surtout quand la galerie d'art représente plusieurs artistes et qui donne l'ensemble des murs de la galerie pour une période délimitée à un artiste spécifique. Les lieux d'exposition. Est-ce que l'artiste expose à un seul endroit? Est-ce qu'il est exposé à plusieurs endroits? Est-ce qu'il a voyagé à l'étranger? Est-ce que ses œuvres sont présentes sur d'autres continents? Est-ce qu'il est représenté dans d'autres galeries en dehors de la province ou du pays? Puis du côté d'Haro, ben, quand on parlait tantôt des expositions collectives, j'ai eu la chance de faire plusieurs expositions à Dubaï, en Égypte, en Europe, en Afrique, avec mes galeristes qui ont organisé des expositions collectives à l'étranger. Et ça, c'est des choses qui se glissent très, très bien finalement dans un CV qui va influencer le prix d'une œuvre. Après ça, les participations à des concours. Il existe des regroupements d'artistes. Je pense au RAV ici au Québec, mais je pense au Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. Je pense à des concours internationaux. Dernièrement, ben, je vais pouvoir vous donner l'information. Je sais que c'est dans le courrier, mais j'ai gagné un prix en Europe pour un prix Leonardo da Vinci. Puis là, ben, je sais que mon trophée est en route, le livre dans lequel je vais être publiée, tout ça. Mais lorsqu'on participe à ce genre d'événement-là, qu'on présente notre travail puis qu'on se démarque par l'ensemble des gens, bien, ce genre de choses-là va venir aussi influencer le prix de nos œuvres. Est-ce que la personne fait ça à temps partiel? Est-ce que la personne, c'est sa carrière professionnelle? Est-ce qu'il est reconnu comme une artiste peintre professionnelle? Donc, ça aussi, ça va avoir une incidence sur le prix versus quelqu'un qui le fait en nécessairement loisir, quelqu'un qui ne fait que ça, que c'est sa carrière. La perception des collectionneurs va être influencée souvent aussi, à savoir, ils veulent des gens qui sont engagés dans leur carrière, qui vont amener une certaine spéculation de la valeur de l'œuvre dans le temps. Donc, quand on a une carrière professionnelle affichée et assumée, en général, les collectionneurs apprécient ça beaucoup. C'est quoi la reconnaissance qu'on a dans l'industrie culturelle? Donc, que ce soit par différentes associations, par les prix, les distinctions, j'en ai parlé à l'instant, les couvertures médiatiques. Donc, quand on fait des événements, quand on invite les médias, est-ce que les médias se présentent? Est-ce qu'on est en mesure d'avoir des relations de presse pour couvrir nos événements, puis d'avoir des gens qui sont intéressés à suivre l'évolution de notre carrière? La présence en galerie est encore aujourd'hui quelque chose qui est difficile à rentrer, mais une fois qu'on est rentré dans une première galerie après ça et que cette galerie-là, elle a une certaine réputation, une renommée, bien, en général, quand on fait du développement pour d'autres galeries, ça va avoir aussi un impact. Un élément qui est super important, c'est que le prix est le même partout, en ce sens que le prix ne sera jamais plus cher chez un galeriste qu'un autre dans le même pays ou dans la même province ou autre. Donc, c'est super important d'être transparent. Puis, moi, j'ai une seule liste de prix, puis c'est la même partout. Puis, elle est tellement transparente, puis j'avais tellement de réflexion à savoir si j'affichais mes prix ou pas, que j'ai pris la décision d'afficher mes prix sur mon site web. Le site est transactionnel pour la boutique en ligne des produits dérivés. Les œuvres, je n'ai pas mis la possibilité de les acheter en ligne pour la simple et unique raison que j'aime établir un contact avec les collectionneurs. J'aime planifier la livraison. J'aime comprendre de quelle façon les gens m'ont découvert et autres. Donc,
de vendre une œuvre pour moi et de la laisser partir à un collectionneur en ligne sans contact, c'est pas quelque chose, moi, qui m'interpelle. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai affiché mes prix. Puis après ça, les gens ont simplement cliqué sur le bouton «J'aimerais en savoir plus» ou contacter l'artiste pour avoir plus d'informations ou me procurer l'œuvre. Bien, on va y aller en d'autres étapes, mais j'ai pris la décision d'afficher mes prix en canadien pour le Canada, en US pour tout ce qui est à l'étranger. Puis mes galeries actuellement qui me représentent sont à Cincinnati, bientôt au Kentucky et à New York, bien sûr. Fait que tout ça pour dire que c'est des éléments, entre autres, qui influencent le prix. Puis je vais vous en donner d'autres, mais j'ai des petites histoires à vous raconter. Moi, ben, la pandémie, on s'entend, ça a été moi, un élément de propulsion parce que j'ai vendu mes restaurants, puis ben, mon restaurant, puis j'étais rendue à l'étape de vraiment m'investir dans ma carrière et on s'entend que la carrière d'artiste, c'est une carrière qui fluctue, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a pas d'assurance d'avoir des revenus toutes les semaines. On peut être des mois sans voir de vente, puis après ça, on va en vendre pour, plusieurs, centaines ou milliers de dollars en peu de temps. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de fluctuations. Puis, j'ai un mentor, que j'adore, qui est un de mes professeurs à l'école d'entrepreneurship, puis j'ai la chance de le côtoyer, de le voir à quelques reprises. Puis Claude, je te salue. Puis, Claude est un collectionneur, d'art. Puis, chez lui, il y a des œuvres exceptionnelles, vraiment rarissimes. Puis je me sens, chanceuse d'avoir qu'il ait choisi une œuvre d'Arro derrière lui lorsqu'il fait ses réunions Zoom. Puis, à un moment donné, j'ai appelé Claude, j'ai dit: «Claude, j'ai besoin de tes conseils parce que j'ai dit: "Me semble, là, je filerais pour tout abandonner"». Puis, il dit: «Caroline», il dit: «Je vais t'expliquer un peu ma perception comme collectionneur du marché de l'art». Il dit: «Imagine une courbe, là», il dit: «95-98 des artistes qui peignent, des gens qui font, ce métier-là, vont rester dans une courbe semi-flat ascendant, très léger, mais tu sais, de dire qu'un jour, les œuvres vont atteindre le prix d'un Corneau, d'un Picasso ou d'un Riopelle, tu sais, ils vont rester sur cette pente-là toute leur vie, puis ils ne vivront jamais l'ascension. Il dit: «Il y a un 2-3 des artistes qui vont prendre la courbe ascendante. Donc, le prix des œuvres va monter à chaque année. Ils vont développer des nouveaux marchés, ils vont se faire solliciter, ils vont magnétiser finalement leurs actions, puis ils vont attirer à eux les bonnes personnes, les bons collectionneurs et tout ça». Puis il dit: «Il y a un 0,1 à 1 là, de gens qui vont atteindre la stratosphère du marché de l'art». Donc, là, je pense à toutes les ventes aux enchères, le côté spéculatif et tout ça. Puis il dit: «Mon feeling», il dit: «Toi», il dit: «Tu es déjà dans cette courbe-là». Fait que, tu sais, le 95-97 il dit: «Tu travailles tellement fort, puis tu es présente sur le web». Fait qu'il dit: Ça va un jour, il va se passer quelque chose». Puis il dit: «J'ai le goût de te dire qu'un jour, tu vas rencontrer une personne qui va changer ta carrière pour le restant de tes jours». Puis je pense pas avoir croisé cette personne-là encore, mais je l'ai lancé dans l'univers et je le nomme régulièrement. Mais ça va être une personne qui va qui va changer mon parcours, qui va m'amener à une autre étape, à un autre niveau, qui va me faire voir dans des marchés, qui va faire exploser finalement, ma carrière à l'international. Fait que j'y crois, c'est là où j'ai le goût d'aller, mais j'ai réalisé que ça dépendait pas juste de moi, puis au contraire, à la limite que, outre ce que je fais déjà, je pense que je peux pas en faire plus pour atteindre ce volet-là. Fait que dans les éléments, fait que tu sais, quand on reçoit ce genre d'informations-là, moi, ça l'a mis de la douceur simplement à me dire: «Ben, écoute, pourquoi tu fais ce que tu fais? Ça, c'est clair. Puis, je tu sais, je veux changer le monde d'une œuvre à la fois. L'art fait du bien, puis j'ai le goût de faire du bien. Ce que j'écris fait du bien. Puis, tu sais, je crois réellement qu'un jour, il va se passer quelque chose de magique parce que pour moi, rendu là, c'est le croisement entre les efforts et un facteur chance de cette personne-là que je vais croiser qui va, propulser le tout. Mais dans les facteurs aussi qui permettent d'évaluer, hem ben, la valeur d'une œuvre, encore là, est-ce que l'artiste est représenté au niveau des musées? Est-ce qu'elle a fait des foires d'art réputées? Je pense au Art Basel, je pense, au Carrousel du Louvre à Paris.
Puis de mon côté, le côté muséal, j'ai eu des œuvres, dans un musée en Europe, un musée virtuel. J'ai eu la chance dans les foires d'art de faire plusieurs foires internationales, donc entre autres à New York, à Miami, et tout ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a des grades encore là dans ces marchés-là, puis c'est des petits pas qui nous amènent éventuellement vers l'autre élément. Heu, Encore là, des éléments de facteurs, c'est quoi la plus grosse transaction en dollars de l'artiste? Les galeristes vont poser cette question-là. Justement, dernièrement, j'étais en échange avec un galeriste potentiel avec qui je pourrais travailler, puis c'est une des questions qu'ils m'ont posées. Donc, tu sais, oui, c'est quoi ta cote actuelle? Tu te vois où? Puis c'est quoi la plus grosse transaction, que tu as, eue dans tes œuvres? Après ça, il y a tout le facteur de la démarche artistique. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que les collectionneurs, hein, les gens qui fixent le marché de l'art veulent comprendre c'est quoi ta démarche artistique. Est-ce qu'il y a de la recherche dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un sens critique? Est-ce qu'il y a un facteur de provocation? Est-ce que la personne est très active au niveau de sa créativité? Est-ce qu'elle explore? Est-ce qu'on voit une évolution dans son travail, et cetera? Fait que ça aussi, c'est des choses qui vont influencer le prix d'une œuvre dans le temps. Puis, ce qu'un artiste souhaite, hein, puis un curateur et un galeriste, c'est qu'il y ait une croissance continuelle de la valeur des œuvres. Puis en moyenne, dans le marché, on va espérer finalement aller chercher un 5 à 10 d'augmentation de valeur des œuvres à chaque année. Ça, c'est avec le coût des matériaux, les matériaux, bon, la toile, et cetera, le temps, les coûts de transport, les assurances, et cetera. Ce qu'on souhaite, c'est d'être en mesure d'augmenter la valeur de nos œuvres d'au moins 5 à 10 par année. Après ça, il y a des nouveaux marchés, puis je suis allée à une conférence dernièrement d'un curateur qui expliquait un peu, bon, le marché de l'art abstrait, puis il parlait qu'il y a des nouveaux marchés, hein, émergents dans le marché de l'art dans le monde, entre autres les Chinois, la Russie, puis les Émirats arabes unis. Donc, la question, moi, que je me pose en ce moment, c'est qui peut m'aider à rentrer dans ces marchés-là ou éventuellement me faire voir dans ce marché-là? Parce que pour l'avoir fait dans les 5 dernières années, est allé voyager à l'étranger, et cetera. C'est des coûts qui sont faramineux pour des périodes de temps tellement courtes que des fois, tu te demandes si c'est pas un coup d'épée dans l'eau de dire: «Je m'en vais faire un show à New York», puis de rentabiliser ces choses-là. Ça se glisse bien un CV, ça aide au niveau de la notoriété, mais les coûts sont tellement importants qu'il y a des moments où je me questionne sur c'est jusqu'où je vais aller dans les investissements pour réussir finalement à à percer dans ces marchés-là, à l'étranger. Puis le fait qu'on n'est pas présent physiquement et ben là, c'est tous les coûts de transport, de douane, les taxes, et cetera. Fait que c'est pas long que ça chiffre dans les 5 et les 6 chiffres pour faire une exposition à l'étranger. Heu, Après ça, dans les points, que j'avais le goût de vous partager sur, comment sont fixés les prix, ben du point de vue de l'artiste, c'est une chose, hein, tu sais, on veut que la valeur de nos œuvres augmente et tout ça, puis il faut commencer quelque part. Puis comme je vous dis, plus la notoriété va se développer, plus vous allez avoir des actions diversifiées, plus il y a de chances finalement que vous vendiez des œuvres et que la valeur de vos œuvres augmente. Fait que ça passe par la demande de votre travail, puis pour que les gens achètent votre travail, ben, il faut que vous fassiez voir. Fait que c'est la pomme ou pas la pomme, mais l'œuf ou la poule, là, mais tu sais, c'est toujours un va pas sans l'autre, puis il faut être présent un peu partout pour réussir finalement à arriver à, se faire voir. Puis du point de vue du collectionneur, ben moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est, dans le marché de l'art, au niveau des galeristes, en général, les prix sont fixés selon des comparables, selon, un paquet de facteurs. Puis moi, j'ai le goût de vous dire de poser des questions, hein, celles que je vous ai nommées par rapport au parcours de l'artiste et autres pour bien comprendre et un peu là, pour comment fixer le prix. Mais ce que je peux vous dire en général, c'est que actuellement, de ce que j'observe dans le marché de l'art, ce qui est affiché, c'est le juste prix. Donc de faire confiance à votre intuition de pourquoi vous achetez un tableau? Souvent, c'est un coup de cœur, puis pas souvent, toujours, c'est parce que c'est un coup de cœur. C'est rare qu'on achète un tableau, qu'on le met dans le fond du garde-robe pour dire dans 20 ans, il va valoir de l'argent, puis je vais faire de la spéculation avec ça. Ça va devenir un investissement financier. Il y a des gens qui font de la spéculation dans le marché de l'art avec les artistes émergents et autres.
mais c'est quand même une minorité au niveau des artistes là, qui sont dans ce type de marché-là de spéculation. Fait que moi, ce que j'ai le goût de vous dire, ben, en tout cas en tant que collectionneur, c'est que si vous avez un coup de cœur pour une œuvre, partez avec le principe qu'il y a eu un chemin pour arriver à des prix plus élevés. Puis lorsque les œuvres sont à des prix plus accessibles, ben, c'est parce que la personne commence dans le marché, puis elle est là pour bâtir sa notoriété, sa crédibilité, pour éventuellement augmenter ses prix. Puis, je vous partage une petite anecdote. À un moment donné, j'ai une artiste qui, me contacte, puis elle me dit: «Tu sais, Caroline», elle dit: «J'ai quelqu'un qui m'a contacté pour une œuvre sur mesure, puis, tu sais», elle dit: «J'y ai fait un prix à 300 puis il trouvait ça trop cher». Fait que là, j'ai dit: «OK». J'ai dit: «Combien de temps tu passes à peu près pour ton œuvre, coût du matériel», tout ça. Puis au minimum, là, pour réussir à avoir un taux au salaire minimum, je pense qu'elle en avait pour, tu sais, un 20 heures de travail et tout ça. Fait qu'elle couvrait même pas ses frais de matériel et de temps à un taux horaire au salaire minimum pour produire l'œuvre. Puis, elle disait, tu sais, elle dit: «Je me sens mal, tu sais, par rapport au fait de refuser». Puis j'ai dit, tu sais, j'ai dit: on la personne qui est pas prête à débourser 300 pour une œuvre sur mesure, puis on s'entend que ça vaut plus, ben, à quelque part, c'est que c'est pas ton client cible. Fait que autant des fois, il peut y avoir une perception, fait que c'est toujours de se poser la question: «À qui je m'adresse? Dans quel marché, j'offre, mes œuvres? C'est qui mes clients cibles?» Puis plus on évolue dans le marché, quand on rentre en galerie et cetera, ben là, on tombe dans le volet des collectionneurs, des amateurs d'art, des gens qui ont des moyens financiers supérieur, puis encore parce que j'ai des gens, moi, j'ai des collectionneurs extraordinaires qui tombent en amour avec un tableau, puis on prend des ententes de paiement mensuelles sur 1 an pour diviser le paiement pour qu'ils puissent acquérir l'œuvre dans sa totalité, parce qu'il n'est pas question qu'ils ne l'achètent pas, peu importe le montant. Fait que moi, je me dis toujours, quand j'ai trouvé le collectionneur d'un tableau, après ça, ben, dans la façon qu'on va faire les choses, que ce soit avec les galeristes qui me représentent ou moi en direct. Je sais qu'il y a toujours des terrains d'entente qui sont possibles justement parce que l'art vit lorsqu'il est vu, puis lorsque quelqu'un a trouvé un coup de cœur pour une œuvre, ben, en général, il veut vraiment se la procurer. Fait que, tu sais, puis j'ai des petits formats pour des plus petits budgets. Puis pour moi, vendre un tableau à 250-300 ou à 10 000, ben, le contact que je vais établir avec mon collectionneur, c'est le même. J'ai déjà Jacinthe qui a plusieurs tableaux d'Aro qui est avec nous ce soir, mais je pense à Guy qui achète des petits formats, mais qui est super heureux. Puis moi, je suis super heureuse qu'il fasse partie de la famille des VIP d'Aro. Fait que tout ça pour dire que on est toutes dans c'est gentil, Jacinthe. Fait qu'on est toutes dans, tu sais, dans un marché comme ça. Puis, fait que, tu sais, je ne sais pas si vous avez des questions concernant le prix. Est-ce que je suis allée chercher l'essence de ce que vous veniez chercher comme information ce soir? Moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis le live la semaine prochaine, c'est la première fois que je vais avoir un invité avec moi en mode virtuel. La semaine prochaine, on va parler de l'art de l'image avec Dany Vachon, photographe, qui est le photographe d'Aro depuis plusieurs années. Dany travaille avec moi, j'allais dire depuis toujours. C'est quelqu'un que j'aime d'amour. Il est extraordinaire. Il embarque dans mes folies. Chaque shooting photo, je vois une évolution, je vois une singularité et tout ça. Puis j'ai demandé à Dany de venir faire un live avec moi pour qu'on parle de l'importance de l'image dans la carrière d'un artiste, dans la carrière en affaires, dans tous les sens, parce que Dany ne travaille pas juste avec des artistes peintres, mais il y a vraiment des mandats extraordinaires. Puis je vais l'inviter finalement à vous partager l'importance de l'image, puis comment on peut, tu sais, je vais vous partager moi de mon côté à travers cette rencontre-là, euh, à savoir toutes les inspirations, on les trouve où, la recherche, les mood boards, comment on échange, comment on se prépare un shooting photo, etc. Fait que je vais vous donner plein, plein de trucs, mais on va avoir vraiment de belles rencontres. Puis cette prémisse-là d'avoir un invité m'a envoyé l'idée finalement peut-être d'en inviter d'autres. Fait que j'ai fait une liste de gens qui gravitent de près ou de loin dans l'univers d'Aro qui pourrait être super intéressant pour vous à découvrir et à connaître. Fait qu'il y aura d'autres ajouts
dans les prochaines semaines là, au niveau du live de Pur avec Caro le mardi soir à 19h. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai pas reçu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Le live de ce soir reste toujours, reste toujours sur mon fil d'actualité. Je partage aussi l'enregistrement sur ma chaîne YouTube, donc il y a toujours possibilité de les réécouter. Fait que si vous avez des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à les partager, à taguer, etc. Donc, pour moi, là, ben, c'est certain que ça fait une différence. Puis, j'ai une petite question. Denise, Caro, quand tu es à l'extérieur pour tes toiles, le prix doit baisser avec tout le transport. C'est plutôt le contraire, le prix monte. Parce que les prix de shipping, d'emballage, juste faire fabriquer une boîte en bois sur mesure pour la toile, c'est quand même presque une centaine de dollars. Puis les shipping, en ce moment, aussitôt qu'on tombe dans du gros format, puis les œuvres d'Arrow, c'est du gros format, je peux vous dire que j'ai shippé des toiles à du 1500, 2000 dollars pour envoyer un tableau aux États-Unis. Là. Fait que, tu sais, plus le prix de la toile, fait que les prix à l'extérieur pour le transport et tout ça, c'est certain que ça augmente. Fait que c'est pas l'inverse, là. Puis actuellement, ben, tout ce que je vends au Canada est au même prix, que ce soit moi directement ou avec mes galeristes. Je travaille vraiment avec un seul et unique prix. Puis, quand on est des collectionneurs d'Arrow, ben, il y a des petits privilèges. Fait que, à suivre pour ceux qui le sont, ils connaissent l'histoire. Puis ceux qui ne le sont pas, ben, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner les détails. Puis, Christiane, merci de ton partage. Puis, tu sais, Christian, il nous dit en ce moment, il dit merci pour ce partage. Assurément, tu fais partie des artistes qui vont toucher les étoiles. Je le souhaite tellement. Je le souhaite de faire rayonner l'art québécois à l'étranger. Tu sais, ils disent nul n'est prophète en son pays. Puis, c'est tellement difficile de percer dans ce marché-là que des fois, j'ai juste le goût de dire, ben, je vais réussir, je suis capable. Fait que c'est aussi un carburant pour moi, sans dire de prouver, mais de faire ma place puis de croire que c'est possible. Puis à date, le chemin d'Arrow, depuis 6 ans, il s'est passé tellement de plein de belles choses que j'ai le goût de me dire que c'est possible, en effet, puis j'ai le goût d'y croire. Fait que quand j'ai des doutes, ben je retombe dans mon ressenti, je rentre dans mon studio, je peins, j'écoute ma musique, puis je me dis, je comprends pourquoi je fais ce que je fais. Puis quand je vois la réaction des gens qui découvrent mes œuvres, qui se procurent un Arrow, puis qui me renvoient des images avec leur œuvre dans leur décor, puis dire à quel point ils se sentent bien, ben moi, ça, c'est ma paye. Fait que avis à tous ceux que ça peut intéresser, il y a plusieurs œuvres d'Arrow disponibles sur le site web. Je vous invite à aller les voir. Puis merci de votre participation, de votre présence. Ça me nourrit tellement. Bonjour Caroline. Merci, c'est gentil. C'est super gentil. Écoute, je vais le prendre. Je viens tout juste de vous connaître. Vous êtes inspirante. Continuez de croire en vous. Vous allez continuer de rayonner. Ben merci, Caroline. C'est super gentil. Puis, croire en soi, c'est probablement ce qui est le plus difficile. On reçoit ces messages qui sont extraordinaires. Puis, quand je suis toute seule de mon côté, des fois, je me dis, oh my God, des fois, j'aurais besoin là, d'avoir des gros câlins d'amour puis de dire, hey, regarde, crois-y, ça va marcher. Puis, tu sais, dans le marché de l'art, on a 100 noms pour un oui. Tu sais, la résilience de trouver la bonne personne pour chaque tableau, bien, des fois, les processus peuvent être longs, mais quand ça se passe, puis que la magie opère, puis que la synchronicité arrive, je me dis, my God, etc. Fait que merci, Caroline, puis bienvenue dans l'univers d'Arrow. Tu vas voir, je suis une personne qui est super colorée, qui a plein d'idées, qui aime partager, qui aime donner, qui aime offrir. Puis je le prends ton gros câlin. Merci. Puis à tous, ben, je vous souhaite une belle soirée. Partagez. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour faire avancer la carrière d'Arrow. Puis continuez à faire augmenter les prix. Puis c'est là où j'ai le goût d'aller. Fait que j'ai le goût de vous dire, ben, si vous voulez un Arrow, c'est peut-être le bon moment de vous en procurer un. Puis en souhaitant que la spéculation va nous amener à en faire un investissement qui va avoir pris énormément de valeur au fil des années. Donc, j'espère, dans le marché de l'art jusqu'à la fin. Fait que 47 ans, bientôt 48. Fait que je pense qu'il me reste au moins une trentaine de bonnes années devant moi dans le marché.
Hey, Lucienne, je suis contente de savoir que tu es là. Puis oui, tu as 3 belles œuvres, Lucienne Darrow, donc une belle collectionneur et une amie extraordinaire. Donc, je me sens vraiment privilégiée. Puis, hey, je finis par. Écoute, je pense que je pourrais parler pour la soirée, mais j'ai le goût de finir avec ça. Il y a une statistique qui dit qu'un collectionneur d'un artiste a 90 de chances de racheter une œuvre de ce même artiste-là s'il y a un contact direct avec l'artiste. Puis, c'est une des raisons pour laquelle j'aime livrer les œuvres, de rentrer dans l'univers des gens, puis d'établir ce contact-là. Puis, toute l'expérience au niveau de la livraison d'un haro, je peux vous dire que les gens en parlent. Les gens en parlent, en reparlent, et ça vient nourrir tout ce sentiment-là de proximité et le besoin de contribution et de reconnaissance du collectionneur, de l'artiste et vice-versa, puis de comprendre l'impact que le collectionneur a dans la carrière de l'artiste en achetant ses tableaux. Fait que j'avais juste le goût de vous partager tout ça là, par rapport au fait que Lucienne est là, par rapport au fait que Jacinthe est là. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait qu'il y a plein de belles choses qu'on peut faire dans ce marché-là, puis on peut faire les choses à sa façon, puis faire une différence. Fait que à tous ceux qui me découvrent, ben, bienvenue dans mon univers. Amis fidèles, fans, ben, je vous aime, je vous adore, vous faites une différence, puis c'est pour vous que je fais ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse. Puis la semaine prochaine, avec Dani, on va parler de l'art de l'image. J'espère que vous allez être présents parce que je pense qu'on va avoir bien du fun. Puis c'est la première fois que j'accueille quelqu'un dans mon live, puis c'est pas la dernière. Hey, Mélissa, je suis contente de savoir que tu étais avec nous ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous embrasse. Puis à la semaine prochaine.